cette proposition de loi. Mais il faut s'y attendre dans une démocratie. Il y a quelques compatriotes qui s'y opposent en avançant comme argument d'une part que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens à répondre tout de suite à cette dernière préoccupation, en vous rappelant que c'est pour faire face aux préoccupations de misère et de pauvreté de la population que j'ai aussi proposé le plan Marshall de Noël-Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, dont je vous ai exposé les grandes lignes au début de cette présentation. J'inviterai d'ailleurs notre Assemblée nationale, si les députés sont intéressés, j'irai faire la présentation de ce plan là-bas, afin qu'on puisse peut-être l'adopter comme étant la vision globale de développement qui peut réunir tout le peuple congolais. Et nous allons travailler pour sa mise en œuvre progressive au fil des 15 prochaines années. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de loi, elle est importante parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition, de perte, ni de recouvrement de la nationalité congolaise. Elle ne change donc rien à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose à cet effet que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituent ou constituaient ce qui est devenu le Congo présentement, la nationalité avec tous les pays voisins de la RDC et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. Comme la population combinée du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la République centrafricaine et du Burundi. Et nous avons exclu ces gens-là en disant vous n'êtes plus congolais. Et pourtant, vous savez quoi? Moi, je considère que quand on va à l'étranger et on arrive à acquérir une nationalité étrangère, moi je n'appelle pas ça nationalité, j'appelle ça des papiers. Ils ont obtenu des papiers pour être en mesure de travailler dans ces pays-là, nourrir leurs enfants, gagner un peu d'argent envoyé au pays. Ils sont au service du développement de la RDC. Ce sont des bons samaritains. Et nous disons, parce que vous êtes des bons samaritains, vous avez acquis ces papiers-là, on ne veut plus de vous, vous n'êtes plus congolais. Changeons cela. D'autres pays dans le monde qui nous ont précédés, tels que le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous les pays d'Afrique du Nord, et ainsi de suite, ils ont déjà ce principe-là. Éliminons cette exclusivité contenue dans la constitution de la RDC. Redonnons la nationalité à ces 10 millions de vaillants Congolais pour qu'ils redeviennent membres de notre société, de notre communauté. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par celles du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC et plus tard avec la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Ces milliers de soldats étrangers se sont accouplés avec les femmes congolaises, avec les hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous congolais d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants-là comme congolais. Ils ont droit à tout dans notre pays. Et ils sont les nôtres. Ce sont nos enfants. Sauf que pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais d'origine nés de mères et de pères congolais d'origine. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers les compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC, de leur mère ou de leur père, et les pays étrangers de leurs autres parents, ou vice-versa. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette proposition de verrouillage que je porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire
les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République, n'est-ce pas? Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la RDC, qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat au poste de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence et aux fonctions de souveraineté aux Congolais d'origine, nés de mères et de pères eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise purement et simplement à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant quoi? La fierté d'être Congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent où? Dans d'autres pays tels que le Cameroun, ici à côté, la Zambie, le Togo, le Burkina Faso, je dirais même la Turquie. Et aussi elles existent dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République des États-Unis. Aussi ça donc, il faut être quoi? Il faut être né sur le sol américain, comme c'était le cas de qui? De Barack Obama, de Bill Clinton ou de John F. Kennedy. Par contre, toujours aux États-Unis, des gens comme l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ou bien l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, et il y a des millions de personnes dans cette catégorie-là, tout en étant tous pleinement des Américains. Ils ne peuvent pas prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, celui d'être né sur le sol américain. Donc que personne nous dise que à ça, nous voulons inventer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ça existe ailleurs et nous avons appris cela en vivant chez eux dans ces grandes démocraties-là. S'ils ont fait ça pour protéger leur pays, nous allons faire la même chose pour protéger notre pays aussi. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est personnelle. Elle ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour-là, personne n'a d'ailleurs déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Même si toute loi est discriminatoire par nature, cette proposition de loi que nous faisons n'est pas plus discriminatoire que toutes les autres lois similaires dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que partout au monde, il y a des critères d'éligibilité à des hautes fonctions dans un pays. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des temps, dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Mais dans notre pays, on considère qu'à 18 ans, on est encore trop gamin, on ne peut pas diriger donc la République. On a mis cet âge-là à 30 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a créé la discrimination par rapport à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans, ou au Congo, par rapport à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans? Non, c'est un critère, on s'est mis d'accord, ça a été approuvé par l'Assemblée et ça s'applique à tout le monde. C'est ça que nous allons faire aussi avec cette proposition de loi. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels qui sont prévus par la loi électorale. Il y a la loi qui a été révisée et j'ai compris qu'elle sera encore révisée cette fois-ci. Donc quand on révise là, il faut qu'on en profite une fois pour toutes pour qu'on insère cette disposition de père et de mère dans notre Constitution, mais également dans la loi électorale. C'est cette loi-là qui détermine par exemple le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles.
avec l'exigence, par exemple, de caution qu'il faut 100 000 $ pour être candidat à la présidence. Vous savez combien de gens on a exclus de la présidence de la République? 99,9% des Congolais ne peuvent pas réunir 100 000 $ pour être candidat. Donc il y a de la discrimination, mais c'est une discrimination positive, parce que sinon on crée l'anarchie et on ne sait plus gérer cette anarchie-là. Ce risque-là, on a vu le risque aujourd'hui, on va le gérer aujourd'hui en adoptant cette loi-là, en urgence d'ailleurs. Donc le timing de ma proposition de verrouillage coïncide avec d'autres réformes qui sont proposées par des organisations telles que la Synchro des catholiques, dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, les Congolais nés de mères et de pères congolais d'origine étant les plus nombreux, il est tout à fait normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les autres fonctions très sensibles pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner un aspect. Je n'ai pas inventé la roue en proposant cette proposition de loi sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République et à certaines fonctions de souveraineté. Autrefois, ce verrouillage a existé dans notre pays à travers la loi numéro 84/001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, qui disposait à l'article pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre. Nous pouvons aujourd'hui voir cette même disposition qui était initiée par le président Mobutu Sese Seko être reprise dans certaines lois, notamment la loi sur la Banque centrale du Congo, à son article 40, qui stipule que le gouverneur de la Banque centrale du Congo doit être congolais d'origine, né de mère et de père congolais d'origine. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbé Ouazabanga, quelles que soient ses erreurs de gouvernance, il est unanimement reconnu par tous les Congolais, et même à travers le monde, comme celui qui a su sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. À tout seigneur, tout honneur. De tous les 5 présidents de la RDC de 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont ou qui étaient des pères et des mères ont commis des erreurs de gouvernance, ayant ruiné le pays sur le plan du développement économique et social. Nous reconnaissons cela. Mais ils ont tous le mérite de nous avoir légué un pays de 2 342 000 km², uni, indivisible. Ils ont su protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, malgré les velléités de balkanisation entretenues et soutenues par des pays étrangers. Et pour cela, je voudrais leur rendre un hommage mérité. Ils le méritent. Notre pays reste intact, malgré toutes ces tentatives de nous diviser. Ce sont des Congolais, des pères et des mères. Ils ont commis des erreurs de gouvernance, nous reconnaissons cela. Nous ne sommes pas un pays très prospère aujourd'hui à cause de ces erreurs de gouvernance. Mais notre pays reste quoi? Uni, indivisible. Et personne donc ne peut leur refuser d'avoir réalisé cet exploit. Contrairement à la campagne de diabolisation et de mensonges entretenus par nos détracteurs, il convient de signaler qu'il n'y a rien de xénophobe, de naziste, de séparatiste, de sécessionnistes, de racistes, de tribalistes, d'anti-Demi-Dakar, d'anti-albinos, d'anti-métis, d'antisémites, d'anti-juifs ou d'anti-je ne sais quoi dans cette proposition de loi que je propose. Tous les Congolais, quelle que soit leur catégorie, ils sont mes compatriotes et je les aime tous profondément de la même façon. Et je ferai tout pour que chacun d'eux soit protégé et vive en paix et en sécurité dans notre pays. Et je ferai même tout pour que chacun s'épanouisse comme il se doit et jouisse de tous ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et humains dans notre pays. Les restrictions que je suis en train de proposer, elles sont bonnes pour le pays. Elles sont bonnes pour chacun de nous. Et tous les Congolais ont quelque chose à gagner de la loi que je propose, étant donné que la souveraineté est un bien précieux sans lequel la RDC cesserait d'exister en tant que pays. Faisons le nécessaire pour protéger notre patrimoine commun tout en le préservant pour les générations futures. Car nous allons passer.
mais qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour terminer, les Congolais sont en droit de rêver d'un Congo meilleur par rapport à celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons le droit de rêver du bonheur dans notre propre pays, à l'instar d'autres peuples du monde comme les Américains, les Français, les Japonais, les Chinois et les Sud-Africains. Nous sommes à même d'échanger notre destin commun et de vivre mieux dans ce Congo qui a tant fait pour nous tous et nous a tout donné. Mon rêve à moi est celui de chaque Congolais et de tous les Congolais. Le rêve consiste pour un Congolais à ne pas émigrer à l'étranger, à rester chez lui au pays, à y vivre en paix, en sécurité et en toute tranquillité, car nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Le rêve pour la jeunesse congolaise est d'étudier au Congo dans de bonnes conditions pour acquérir des connaissances permettant d'être compétitif par rapport aux autres citoyens du monde devenus un village planétaire aujourd'hui. Le rêve est d'avoir des soins médicaux de haute qualité en RDC et de vivre mieux et le plus longtemps possible. Le rêve congolais est de trouver du travail bien rémunéré en RDC après avoir terminé ses études et de s'acheter une maison et une voiture avec son salaire gagné à la sueur de son front. Le rêve est de rouler dans sa voiture sur des autoroutes allant des Boma en Ganajika, des Sakania à Zongo, des Lissala à Beni, de Goma à Kipi, de Lodja en Kamba, de Lubumbashi à Kinshasa ou de chez soi à n'importe quel coin de la République. Le rêve est de manger à sa faim et de nourrir et habiller sa famille dignement, d'acheter des produits fabriqués en RDC sur base de matières premières congolaises. Le rêve est de restaurer l'intégrité territoriale, l'état de droit et la justice de manière à vivre en toute sécurité n'importe où dans le pays, sous la protection d'une police, d'une armée et des services de sécurité dans lesquels les citoyens ont confiance. Le rêve est que la RDC cesse d'être la république des fils et des filles à papa, où l'ascension sociale se fait sans mérite et de façon héréditaire. Le rêve est que notre pays redevienne la République démocratique du Congo, où la promotion sociale est basée sur la méritocratie et où tout le monde a une chance égale de s'épanouir dans la société. Et finalement, le rêve congolais est que la RDC retrouve sa dignité, sa respectabilité et ses lettres de noblesse. Notre rêve commun en tant que Congolais est de créer au cœur de l'Afrique un pays plus stable, plus prospère et plus équitable, plus beau et plus fort qu'avant. Mais même avec la bonne volonté du monde, personne d'entre nous, Congolais, ne peut réaliser seul ce rêve congolais. Nous ne pourrons réaliser le rêve congolais qu'en nous mettant et en travaillant ensemble comme citoyens d'un pays indépendant et souverain, dirigé par l'un d'entre nous, car l'union fait la force et crée des synergies. C'est pour réaliser ce rêve congolais, avec la participation de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, que je vous demande de soutenir la proposition de loi Tchani en verrouillant l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale, et en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, qui redonnerait la nationalité congolaise à tous les compatriotes qui l'ont perdu. De cette façon-là, nous allons réunir toutes les ressources humaines, des qualités qui sont éparpillées à travers le monde pour développer le pays. Nous ne devons perdre aucun Congolais. C'est en privilégiant l'intérêt collectif que nous bâtirons un pays où il fait bon vivre partout, un pays qui donne des chances égales à chacun et chacune de nous, sans exception et sans discrimination, conformément aux vœux et à la vision de Patrice Emery Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance qui ont été assassinés. Le verrouillage d'accès aux fonctions souveraines de notre pays. Ma question est de savoir pourquoi, étant économiste, vous ne vous êtes pas concentré d'abord à proposer des lois sur les réformes économiques. Vous vous battez aujourd'hui dans une proposition de loi. Mon nom c'est Francine Bala. Je suis rédacteur en chef au groupe de presse Grand Journal. Je disais que le profil de M. Tchani est succulent en matière économique. Il a proposé aussi le plan Maréchal pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Dans votre exposé, vous avez parlé de la question du recensement.
Les élections se défendent en 2023. Est-ce que vous pensez que faire le recensement est une nécessité pour avoir de bonnes élections en 2023? La seconde question est que le député national Tingui Pouloulou, qui a endossé votre proposition de loi, a eu la semaine passée à déposer une autre proposition de loi complétant la loi électorale en ce qui concerne le profil de celui qui doit être au poste de président de la République du Congo. Il a renforcé un autre critère lié à l'expérience, c'est-à-dire celui qui doit être à la tête du pays doit passer d'abord, notamment au niveau de l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition de loi de Tingui Pouloulou? Bon, à part ça, depuis 1960, on a chassé les Belges. Et ce ne sont que les Congolais qui occupent le poste de souveraineté. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Moi, je pense, au contraire, il faut donner la chance maintenant à d'autres Congolais. Père ou de la Monsieur Noël Tchani, je vois la consistance de votre projet au plan Marshall. Vous n'êtes pas encore président de la République. Les Congolais sont privés de ça en attendant que vous deveniez président. Vous pouvez trouver un autre moyen pour concrétiser toute la vision et autant les potentialités que vous avez dans la vie quotidienne du peuple congolais. Quand vous parlez des 75 milliards, tout ça, dans 15 ans, vous savez que au Congo, si vous êtes président pour 5 ans, probablement pour 10 ans, mais pas pour 15 ans. Quels sont les paradigmes que vous allez mettre en place pour que vous soyez là ou pas, que les gens qui viendront après vous soient en mesure de concrétiser les 75 milliards. Et puis, dernière question, Congo Holda, de révélation, etc. Aujourd'hui, la ministre de la Justice a instruit les parquets près de la Cour de cassation pour des enquêtes, diligenter une enquête afin d'établir des responsabilités. Si nous regardons un Willy Bakonga qui est parti, jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas où il est, la Cour constitutionnelle de l'autre côté s'est déclarée incompétente dans les procès Bukanganoto. Est-ce qu'il faut continuer à croire que même s'il y aurait des responsabilités à l'issue des enquêtes qui sont diligentées du côté du parquet, est-ce que les responsables, les protagonistes qui seront cités seront au-delà de la loi Tchani? Bien sûr que j'ai d'autres choses que j'ai fait. Il ne faut pas penser que je passe toute ma journée sur la loi Tchani simplement. Vous me posez, parce que ce sont des choses qui entrent dans un cadre personnel, mais je vais partager avec vous juste pour être transparent, pour répondre à votre question. Vous voyez ma carte de visite ici, elle dit derrière là, compagnie financière d'investissement et de crédit. J'ai créé une compagnie financière d'investissement et de crédit avec l'idée de réaliser un certain nombre de projets, mais qui sont dans un cadre privé, qui vont contribuer à créer des emplois pour les Congolais et améliorer l'environnement pour tout le monde, sans attendre que la loi soit adoptée, sans attendre que je sois président de la République. Quels sont les projets sur lesquels, par exemple, je travaille? Je vais vous mentionner un projet qui va vous toucher parce que vous êtes de Kino. Vous voyez que nous avions ce qu'on a appelé le marché central. Le marché central était conçu au moment où la ville de Kinshasa ne comptait que 2 millions d'habitants, 2 ou 3 millions d'habitants. Le marché central a 10 à 15 000 tables, okay, là où il y a des vendeurs qui vendent des trucs. Je pense qu'avec l'accroissement démographique, nous avons aujourd'hui une population de 15 millions d'habitants. Le marché était dépassé. Vous arrivez là-bas, c'est très sale, ce n'est pas, les conditions hygiéniques ne sont pas bonnes, et il n'y a pas de place même pour marcher parce que tout le monde se marche sur les pieds. J'ai pensé qu'on peut faire œuvre utile en développant d'autres marchés. Je suis allé voir le gouverneur Djetini Moutila, qui a été très réceptif à l'idée, et je lui ai proposé qu'il me donne la permission ou l'autorisation de mobiliser des investisseurs pour construire 6 marchés nationaux dans la ville de Kinshasa. Donc on a convenu des choix de construire un marché au nord et à l'ouest, au nord et au sud, à l'est, à l'ouest, et 2 marchés au centre. Donc il y aura au total 6 marchés. Chaque marché aura 100 000 places, 100 000 tables, en comparaison au marché central que nous avons aujourd'hui, qui a combien? À peu près 10-15 000 tables. Donc nous allons construire chaque marché de 100 000 tables. On a 6 marchés. On va créer combien de tables? On va créer 600 000 tables, n'est-ce pas?
Maintenant, 600 000 tables, si vous avez de l'argent, la table va être louée à tout le monde, à un prix dérisoire tellement que chacun peut avoir donc la place là-bas, à un prix de $1 par jour. Si on peut payer $1 par jour, on a une table. Mais si vous n'avez pas $1 par jour, vous vous mettez à 4, vous prenez la table, vous mettez vos marchandises, vous partagez, $1 revient à combien? 2000 francs. Si vous êtes à 4 à la table, vous allez dépenser combien? 500 francs. Nous pensons que c'est un prix qui est tout à fait raisonnable. Donc, en faisant ça, on va créer combien d'emplois? 600 000 tables multipliées par 4 personnes, au cas où on a 4 personnes par table. On va créer 2 millions d'emplois, littéralement. Moi, je crois que c'est une contribution non significative au développement du pays. Pourquoi? Parce que ça permettra non simplement de créer donc de l'emploi, mais surtout de nettoyer la ville. Au lieu d'avoir donc des gens qui vendent dans les marchés, sur vous appelez quoi, la route des poids lourds, des gens qui vendent tout le long. Vous allez dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Barungu, vous ne voyez plus où commence la ville, où elle s'arrête. Les gens vendent des peu partout, c'est devenu comme ce que Taboulé avait chanté dans le temps, Nzambi à Dabanani, c'est pas ça? Nzambi à Bamako, donc vous allez à Bamako, tout le monde est commerçant. Organisons ça pour que les gens puissent aller vendre dans des marchés et en ce moment-là, on peut interdire que les gens ne vendent dans les rues. Ça va permettre donc une meilleure urbanisation, améliorer les conditions de vie de tout le monde. Ça, c'est un des projets, Chancellor Tchana, sur lequel je travaille et je pense qu'on ne va pas attendre que la loi soit adoptée pour réaliser donc ce genre de projet. J'en ai une dizaine comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails parce que ce sont des projets privés, mais qui peuvent avoir donc un impact sur le fonctionnement donc, du pays. Maintenant, il y a une question qui a été posée par Mme